Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le Sénégal a un nouveau Premier ministre. Maître Sidiki Kaba est nommé hier par le chef de l'État en remplacement d'Amadou Ba, grand serviteur de l'État. Il a occupé 4 ministères de souveraineté, la justice, les affaires étrangères, les forces armées et l'intérieur. Son portrait à suivre dans ce journal. Le projet de loi d'amnistie générale passe devant le Parlement. Les députés ont adopté hier le document se rapportant aux faits qui se sont déroulés entre mars 2021 et février 2024. À suivre le parcours inspirant de 2 femmes aux trajectoires différentes. Mariem Doy, directrice générale de la SAR, la Société africaine de raffinage, et Dr Ndeye Khady Sène, gynécologue à l'hôpital régional de Kaolack. Elle se raconte également dans ce journal. Et puis en culture, l'artiste Ousmane Dia dévoile son Black Requiem au musée des civilisations noires. L'expo dénonce l'injustice et la tragédie subie par la communauté noire à travers le monde. Bienvenue à tous. Maître Sidiki Kaba est le nouveau Premier ministre du Sénégal. La décision est prise hier par le président de la République, Macky Sall. La formation du nouveau gouvernement est attendue ce jeudi. Voici le Premier ministre, Maître Sidiki Kaba, au micro d'Oumar Gningue. Je voudrais remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a porté son choix sur ma modeste personne pour être le Premier ministre du Sénégal. C'est une confiance renouvelée parce qu'il a eu à me nommer à des ministères régaliens, ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, ministre des Forces armées, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal, à une station élevée de l'architecture gouvernementale. Je voudrais remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Ils n'ont ménagé aucun effort pour qu'il en soit ainsi. Remercier les populations du Sénégal oriental qui m'ont toujours marqué un soutien indéfectible, mais aussi tous mes compatriotes qui ont marqué à mon endroit leur soutien, mais également aussi leur considération, voire leur affection. Je voudrais aborder ce grand privilège qui m'est fait avec un esprit de responsabilité, d'ouverture et d'apaisement. Et je voudrais ainsi travailler de manière à ce que les objectifs que le président de la République, Macky Sall, a eu à m'assigner et qui ont produit à travers le PSE des résultats tangibles et colossaux. Et encore une fois, je suis dans la position qui me permet de dire qu'aujourd'hui, je serai encore plus engagé à servir mon pays en ne ménageant aucun effort. Le Sénégal a donc un nouveau Premier ministre. Maître Sidiki Kaba est nommé hier par le chef de l'État en remplacement d'Amadou Ba, grand serviteur de l'État. Il a occupé 4 ministères de souveraineté, la justice, les affaires étrangères, les forces armées et l'intérieur. Nous reviendrons tout à l'heure sur son parcours avec Moussa Mané. Le projet de loi portant amnistie sur les faits qui se rapportent aux manifestations politiques a été adopté hier par les députés à une large majorité, 95 voix pour, 48 contre et 3 abstentions. Le ministre de la Justice est revenu sur l'importance de cette loi qui place le Sénégal au cœur et qui renforce sa stabilité politique et sociale. Voici Maître Aïssata Tall Sall au micro de Cheikh Bamba Gueye. Le contexte. Pourquoi maintenant? Eh bien maintenant parce qu'il s'en va et il veut laisser le pays en paix. Ce que le président Macky Sall a vécu en termes de troubles, mais quand même il dit, moi, ce que j'ai encaissé,
ce que j'ai supporté, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, mais je ne le souhaite pas à mon successeur. Donc il faut qu'il vienne et qu'il trouve un Sénégal calme, apaisé, réconcilié, si nous voulons de la réconciliation. Si nous voulons de la réconciliation. Voilà le pourquoi du maintenant. Pourquoi on amnistie alors qu'on n'a pas jugé? Mais parce que le législateur que vous êtes en train de vous poser des questions dont vous avez la réponse. Le législateur que vous êtes, il peut amnistier quand il veut, aussi bien quand il y a jugement que quand il n'y a pas jugement. Et on a donné les exemples. Quand il y a eu le problème de la Casamance en 1988 et qu'Abdou Diouf s'est levé et a dit nous devons transcender, nous devons dépasser cela. Je vous demande, juger ou pas juger, d'amnistier les faits de Casamance. Et c'est les mêmes députés que vous qui l'ont fait ici, dans cet hémicycle. Donc, on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jugement pour prononcer une amnistie. Par contre, et je réponds à ceux-là qui ont dit pourquoi pas gracier, par contre, on a toujours besoin d'une condamnation définitive pour gracier. Et parmi ces gens, il ne faut pas se tromper, hein, il y en a beaucoup qui ont été jugés. Il y en a beaucoup. On dit qu'ils n'ont pas été jugés parce qu'on parle des cas les plus... ceux-là qu'on connaît. Mais les pauvres qui sont dans l'anonymat, là, dont personne ne se soucie. Mais beaucoup ont été jugés. Beaucoup. Donc, il ne faut pas jeter ça comme ça de façon générale pour dire oui, on a amnistié alors qu'il n'y a pas de jugement. On peut vous donner le nombre de dossiers jugés, réglés, traités, mis à part, pour lesquels d'ailleurs certains ont fait appel, qui vont bénéficier de la loi d'amnistie si vous la votez. Nous reviendrons sur le vote de cette loi dans nos toutes prochaines éditions avec Cher Bambagui. Le village de Sarène, sorti de l'Ornière, cette localité située dans le département de Gossas, est désormais connectée au réseau de la société d'électricité. Le ministre du Pétrole et des Énergies a procédé à la mise en service du poste de transformation électrique à Ndindi. Le ministre a annoncé la fin du projet d'éclairage de la boucle du Ferlo avec l'extension de la ligne Toubaon qui va servir Ndindi, Linguère et Ndioum-Anaïs Nyanyambane. Première étape de la visite du ministre du Pétrole et des Énergies, Sarem, village situé dans le département de Gossas. Ici, le ministre a procédé à la mise en service d'un poste. Il s'agit de baisser une ligne haute tension de 225 000 volts à 220 volts pour alimenter les villages et les hameaux. Aujourd'hui, c'est au tour de Sarem d'atteindre le premier mode de raccordement direct à la ligne haute tension pour l'alimentation en faible tension. La mise en service de cet ouvrage électrique est pour nous une aubaine et constitue un pas de géant pour l'accès universel à l'électricité pour notre chère commune. Je voudrais magnifier cet excellent travail qui a été fait par Sénélec en parfaite collaboration avec la société Alga dans le cadre d'une technologie innovante consistant à faire descendre la haute tension directement en basse tension sans passer par un poste. Le travail que vous venez de voir et dont nous venons de procéder à la mise en service avec l'alimentation effective des villages de Sarem et de Tchiki a été rendu possible grâce à la collaboration de Siemens Technologies. Cette forme d'innovation technologique qui permet d'alimenter directement des hameaux et des villages isolés répond aux vœux et cadre parfaitement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Touba, deuxième étape de la visite. Ici à Ndindi, le ministre est venu s'enquérir de l'état d'avancement du projet Boucle du Ferlo. Avec l'extension de la ligne Touba 1 de 36 km, plus de 124 villages vont être électrifiés. Faire une extension au niveau du poste Touba 1 et on va tirer une ligne de 36 km 225 double faisceau pour venir de Touba 1 à Touba 2.
pour alimenter le poste de Touba 2. Ensuite, on fait ce poste de Touba 2. On va tirer encore une autre ligne pour aller à Linguère, donc de 94 km, 225 toujours. On va faire aussi un autre poste à Linguère. Et ensuite, on va à Ndjoum pour faire un poste là-bas. Ce projet aussi va participer à l'électrification rurale, donc avec l'électrification de 124 villages. Nous connaissons bien Touba et nous savons très bien que Touba s'agrandit d'une manière extraordinaire. Avec la mise en service espérée, attendue pour le mois de juin-juillet 2024, on est au moins sécurisé. Touba est au moins sécurisé pour les 50 prochaines années. Je félicite toutes les équipes qui sont présentes, qui sont en train de travailler et je les engage à, comme d'habitude d'ailleurs, à respecter les délais ou même si c'est possible à les raccourcir. Parce qu'avant le prochain Magal, ce poste devra être mis en service. Après Touba Ndindi, c'est au tour des postes de Linguère et de Ndjoum qui vont bénéficier d'une extension. Cet approvisionnement en électricité va rayonner cette zone en l'octroyant une nette amélioration. Autre chantier, le topon de front de terre va être livré au plus tard au mois de juin prochain, annonce faite par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Mansour Faye a effectué hier une visite de chantier à Amadou Diallo. Au topon front de terre, il est 8 heures passées de quelques minutes lorsque nous entrons dans le chantier. La journée de travail a déjà commencé. Les machines et les hommes continuent de façonner l'ouvrage de 600 mètres de long. Le taux d'exécution des travaux est d'au moins 70%, une avancée notoire que le ministre de tutelle est venu constater. Pour les travaux donc, de l'autopont de front de terre, nous osons espérer les réceptionner vers fin mai, début juin. Inch'Allah, puisque l'entreprise matière qui est en charge de ces travaux nous a habitués à livrer les chantiers avant même son terme. Et vu l'état d'avancement de ces travaux, nous pensons pouvoir en tout cas les inaugurer ces ouvrages dans les meilleurs délais. Déjà, nous avons eu quelques témoignages des riverains qui sont satisfaits non seulement de l'état d'avancement des travaux, mais aussi le livrable quand il sera disponible, qui va améliorer leur cadre de vie, leurs conditions de vie. La délégation s'est ensuite rendue à Diamniadio. Ici, l'ouvrage réalisé sur la Nationale 1 va permettre de raccorder à travers un giratoire le marché d'intérêt national à la gare des gros porteurs. Cet autopont est articulé au pont de franchissement du TER. L'infrastructure va relier la nouvelle ville de Diamniadio à la route nationale. Et cela va permettre non seulement à ces camions gros porteurs de pouvoir emprunter la Nationale 1 s'ils le désirent, ou d'aller chercher l'autoroute s'ils le désirent, mais aussi permettre un petit peu une mobilité régulière et constante au niveau donc du pôle de Diamniadio. Cet ouvrage est un ouvrage important, d'un coût quand même d'une vingtaine de milliards si mes souvenirs sont exacts, mais qui va permettre, comme je l'ai dit tantôt, avec tout le système de trafic réalisé en combinaison avec l'autoroute et la voirie de Diamniadio, l'autopont de Diamniadio en cours de réalisation, demain, la ville de Diamniadio ne sera pas confrontée à des problèmes de mobilité. Et cela entre effectivement dans le cadre du plan Sénégal émergent, donc à la réalisation des infrastructures qui constitue une priorité majeure pour le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Macky Sall. La particularité de l'ouvrage de Diamniadio est qu'il traverse la gare du train express régional, ce qui demande une coordination afin de ne pas gêner les activités du train. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 43%. Le pont va être livré en octobre prochain. Je vous l'annonçais il y a un instant, le Sénégal a un nouveau Premier ministre. Maître Sidiki Kaba est nommé hier par le chef de l'État en remplacement d'Amadou Ba, grand serviteur de l'État. Il a occupé 4 ministères de souveraineté, la justice, les affaires étrangères, les forces armées et l'intérieur. Moussa Mané nous dresse son portrait. C'est sans doute son engagement constant auprès du président de la République, Macky Sall, qui lui a valu cette nomination. L'homme est resté toujours fidèle et loyal au chef de l'État. Grand serviteur de la nation,
Maître Sidiki Kaba arrive à la plus haute marche de la station gouvernementale du Sénégal. Celui qui a été élevé au titre de Dougoutigui, le patriarche, est un enfant béni. C'est donc toute une consécration que de se voir confier successivement et sans discontinu 4 ministères de souveraineté: la justice, la diplomatie, les forces armées et l'intérieur. Tout repose certes sur la confiance placée en lui par le président de la République Macky Sall. Mais Maître Sidiki Kaba n'emporte pas moins le profil de l'emploi dans cette période traversée par d'intenses remises en cause des certitudes diplomatiques et sécuritaires. Il entre au gouvernement le 2 septembre 2013 où il devient garde des Sceaux, ministre de la Justice jusqu'en 2017. Ensuite, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur du 7 septembre 2017 au 7 avril 2019. Il quitte ce département stratégique pour un autre aussi stratégique, les forces armées, d'avril 2019 au 11 octobre 2023, puis du 11 octobre 2023 au 6 mars 2024, date de sa nomination comme Premier ministre du Sénégal. Il est né le 21 août 1950 à Tambacounda, où il a débuté ses études avant de les poursuivre au lycée Lamine Gueye, ex-Van Vollenhoven de Dakar, jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 1972. Diplômé des universités d'Abidjan et de Dakar, où il a obtenu 3 licences en droit, philosophie et lettres modernes et une maîtrise en droit des affaires, il jouit d'un riche parcours professionnel. Admis au barreau de Dakar en 1980, il sera élu membre du Conseil de l'Ordre des avocats de 1985 à 2000. Il s'engage pour la défense des droits de l'homme au Sénégal et dans le monde. Alliant activité professionnelle et défenseur, il devient ainsi un militant actif et adhère à la section sénégalaise d'Amnesty International en 1981 avant de rejoindre l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme, qu'il va présider de 1995 à 2000, après avoir été vice-président de 1987 à 1995. Il est en effet le premier Africain élu en 2001 comme président de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la doyenne des organisations de défense des droits de l'homme, qui regroupe quelques 165 ONG dans 120 pays. Il est aussi le premier Africain élu le 8 décembre 2014 président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Sa compétence, son humanisme et sa passion pour la justice en ont fait tantôt le défenseur de nombreux opposants et prisonniers d'opinion en Afrique, tantôt le défenseur des victimes des graves violations aussi des droits de l'homme. Fortement engagé pour la cause de la justice universelle, il a su développer un réseau mondial et reconnu des défenseurs des droits de l'homme. Il devient ainsi le 17e Premier ministre de la République du Sénégal. Voilà, Maître Sidiki Kaba, Premier ministre du Sénégal depuis hier. Tout de suite, l'actualité régionale. Et direction tout de suite le sud pour aller à la rencontre des femmes justement sur place. La transformation des produits de mer attire bon nombre de femmes. L'une d'elles, Satou Kabi, et l'une d'elles, elle fait de cette activité son gagne-pain. Nos équipes sur place sont allées à sa rencontre. Suivant son portrait avec Mariama Bangoura. Satou Kabi, la quarantaine, est une jeune dame qui s'active dans la transformation de crevettes au quai de pêche de Boudodi. Dans cette unité composée d'une douzaine de fours, Satou est employée à la tête d'une équipe de 6 personnes absentes ces jours-ci du fait d'un manque de matières premières. Nous avons presque 5 à 6 employés. Ces temps-ci, le travail est à l'arrêt. Même si elle a un salaire décent, la dame, très dynamique, aspire à travailler pour son propre compte. Elle nous paye très bien. Moi, par contre, s'il n'y a rien à faire ici, je travaille pour mon propre compte. Avec le sourire aux lèvres, elle nous explique les raisons pour lesquelles elle préfère vendre en Guinée-Bissau. Tu vois, ces crevettes m'appartiennent. Je fais le fumage et je les envoie en Guinée-Bissau. Ça marche bien là-bas. Eux, ils connaissent bien ce type de crevettes fumées. En ces temps qui courent,
l'unité est presque à l'arrêt. Les crevettes, comme d'autres fruits de mer, sont devenus rares. En ce moment, il n'y a pas assez de crevettes. Les crevettes sont plus nombreuses pendant l'hivernage. C'est pendant cette période que nous travaillons le plus. En période de traite, Satou et son équipe peuvent fumer jusqu'à 2 tonnes de crevettes par jour. S'il y a beaucoup de crevettes, on peut fumer jusqu'à 2 tonnes par jour. Pour la commercialisation, l'essentiel du produit est exporté. Cette cargaison était destinée aux États-Unis, mais elle a dû changer de destination au dernier moment. On avait tenté d'envoyer ces crevettes aux États-Unis. Ça n'a pas marché. Jusqu'ici, on n'a pas le droit d'exporter nos produits, sauf au Nigeria et au Burkina Faso. Une situation qui ne facilite pas le travail, surtout pour les femmes qui prennent des crédits à la banque. Parfois, ma patronne envoie ses produits à ses clients. Mais le temps que ces derniers lui envoient de l'argent, ça peut prendre du temps. La banque nous met la pression. Pour le financement de leurs activités, Satou suggère une autre méthode. Parfois, ma patronne envoie ses produits à ses clients. Mais le temps que ces derniers lui envoient de l'argent, ça peut prendre du temps. La banque nous met la pression. J'aimerais que l'État nous vienne en aide. Par exemple, quand tu prends du crédit pour rembourser, qu'on te donne des intervalles de 2 mois pour les versements. Pour augmenter la production, plus de fours et une meilleure sécurisation des lieux ne serait pas de trop. Pour ce qui est du matériel, nous en avons vraiment besoin. Et cela augmente notre production. Nous avons aussi besoin de terminer cette clôture pour sécuriser les lieux. La transformation des fruits de mer comme les crevettes est un travail passionnant, pratiqué surtout par les dames dans la région de Ziguinchor. Toutefois, entre l'achat du produit frais et la commercialisation, le retour sur l'investissement peut prendre du temps, ce qui peut être source de problèmes entre ces braves dames et les institutions financières qui manquent parfois de patience. Mariama Bangoura, après le sud de l'est du pays pour aller à la rencontre d'autres femmes qui s'activent dans la poterie. L'acquisition justement de la matière pose problème, c'est-à-dire l'argile. Elle souhaite détenir une autorisation d'extraction d'argile d'une carrière sur un des 4 sites déjà identifiés. Nous les avons trouvés au centre de formation et de fabrication d'objets céramiques de Tambacounda. Témoignage dans ce reportage signé Tchoroja. Elle sait pétrir l'argile d'une façon remarquable. Pourtant, Fatoumata Bari a été formée pour devenir sage-femme. Après avoir obtenu son bac et le prime en 2017. Mais son destin était lié à l'art céramique. À chaque fois que je faisais des stages dans les structures de santé, c'était juste des stages, non rémunérés seulement, non seulement, mais aussi on me demandait toujours mon diplôme d'État. Mais puisque j'avais seulement la licence, c'est pour cela que j'ai arrêté. Femmes fortes et surtout femmes qui croient à eux-mêmes. Je veux dire qu'il y a différents métiers, mais nous, on a choisi ce métier. On ne l'a pas choisi parce que, voilà, mais on l'a choisi parce qu'on l'aime. On nous l'avait présenté, mais aujourd'hui, ça règne dans notre cœur. Donc, je veux dire à toutes les femmes qui ont même n'importe quel travail, respectez-le, parce que le travail mérite vraiment d'être respecté, d'être valorisé. Ce centre de formation et de réinsertion en art céramique fait partie des projets phares de la Chambre de métiers de Tambacounda, financé à hauteur de 42 millions par des partenaires au développement. Pour appuyer ces femmes, le défi majeur demeure l'argile. On a trouvé au minimum 4 points d'extraction au niveau de Tambacounda. Dans le Mamakunda, on a 1 point. Au niveau de Fetenyebe, on a un autre point. Au niveau de Badi, on a un autre point. Mais aussi,
Ouassadou Dépôt, on a un autre point, ce qui fait 4 points. On a fait toutes les démarches qui, à notre niveau, semblaient essentielles. Au niveau du service des mines, on a rencontré le préfet, on a rencontré le maire pour qu'on puisse nous faciliter l'extraction parce que les quantités dont elles ont besoin, en fait, ne peuvent en rien détériorer l'équilibre naturel. Après la construction de ce centre, 50 jeunes ont bénéficié d'une formation de 8 mois. Actuellement, seule une vingtaine continue à exercer. Parce qu'ils étaient 50 au départ. Les 30 ont lâché parce que les recettes ne sont pas au rendez-vous. Les 20 ont tenu jusque-là. Et là, elles sont sur le point de rendre le tablier, faute de soutien. Autorités administratives, autorités coutumières, bonne volonté, qui peuvent nous aider à avoir un point d'extraction pour que ces filles-là, ces femmes mariées, ces jeunes filles qui ont bien voulu travailler, ne pas se lancer dans l'immigration clandestine, ne pas se lancer dans tout ce qui est dégradant et travailler pour gagner leur propre revenu, de valoriser le travail qu'elles font, de valoriser aussi Tambacounda. Les autorités, là, vraiment, je voudrais parler aux autorités parce qu'on a frappé dans tous les portes des autorités. Monsieur le maire, voilà, monsieur Sidiki Kaba même, monsieur Kassé, on s'est montré partout. Parce que la chambre de métier a déjà tout fait. Tout ce que vous voyez là, c'est grâce à eux. Maintenant, on voudrait vraiment qu'eux aussi participent à notre réussite. Si rien n'est fait, les potières de Tambacounda vont plier bagages, car les moyens ne suivent plus. Ne serait-ce que le coût du transport pour amener l'argile de Sébikotane à Tambacounda, c'est 500 000 francs. Et si elles doivent acheter aussi la matière première en plus, c'est plus d'1 million. Si on enlève ça de leur recette, qu'est-ce qui va leur rester? Et aujourd'hui, on frôle la fermeture de l'unité. Malgré leur savoir-faire, les potières de Tambacounda sont loin de voir le bout du tunnel. L'activité peine à être rentable. Seule une carrière au niveau local pourra changer la donne. Les femmes potières de Tambacounda. Elle est aux commandes de la Société africaine de raffinage depuis 2020, diplômée de l'école polytechnique de Thiès. Mariem Ndoye a eu une riche carrière qui fait d'elle une leader incontestée à moins de 5 ans. Elle a su relever une boîte comme la SAR en difficulté avant son arrivée. Avec elle, la SAR a connu une nouvelle configuration dans son top management. Son portrait avec Philomène Constance-Diagne. Basquée aux pieds, démarche pleine d'assurance, Mariem Ndoye est de ces femmes qui forcent le respect. Première directrice générale de la Société africaine de raffinage, elle gère de main de maître cette entreprise depuis sa nomination pour le mois inattendu en novembre 2020. Et c'est un milieu où les femmes ont leur place et où les femmes jouent en tout cas le rôle qui est attendu d'elles. Et par rapport en tout cas à la SAR, il y a des femmes avec qui je partage des valeurs et qui sont à des niveaux de responsabilité qui leur permettent de s'exprimer pour prendre en charge les missions qui sont les nôtres au niveau de la SAR. C'est-à-dire assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers de manière sécure et de manière accessible aux populations. La polytechnicienne de formation n'en est pas à son premier poste supposé taillé pour les hommes. En effet, elle a occupé de hautes fonctions dans les domaines du BTP, entre autres. J'ai évolué que dans des secteurs à prédominance masculine, parce que j'ai été directrice des routes, c'est vrai, c'est un milieu aussi, le milieu du BTP, c'est un milieu à prédominance masculine. Par la suite, coordonnatrice du Millennium Challenge Corporation, où j'ai eu quand même à formuler un programme avec des hommes et des femmes engagés autour du sujet de l'énergie. Et aujourd'hui, je me retrouve dans le secteur de l'énergie à diriger la Société africaine de raffinage, qui est une société qui est au cœur de l'économie sénégalaise. Et cela, c'est grâce à la confiance d'un homme, le chef de l'État, le président Macky Sall, à qui vous me permettrez de rendre un hommage vibrant pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse, pour les femmes. Dans un secteur plein d'avenir et d'opportunités comme les hydrocarbures, la patronne de la SAR reste convaincue du plus que pourrait apporter l'engagement féminin dans le domaine. Nous arrivons
avec la formation qui s'y est, n'est-ce pas, l'éducation qui s'y est, à prendre en charge les missions qui nous sont confiées dans ce secteur-là, qui est un secteur de défi, un secteur de challenge, et que les femmes peuvent véritablement relever. Je dois dire que quand je suis arrivée à la SAR, je suis la première femme, c'est vrai, DG de la SAR. C'était pas évident au départ parce que naturellement, c'est une société que j'ai trouvée dans une situation difficile, qu'on a pu relever, n'est-ce pas? Et voilà, avec des hommes et des femmes engagés sur le chemin du pétrole, on va dire. À la question de savoir si le look qu'on lui connaît est lié au milieu dans lequel elle évolue, elle répond sans hésiter. Pas du tout. Non, pas du tout. En fait, je veux dire, c'est de manière pratique. D'ailleurs que je coupe les cheveux parce que ça me permet de... C'est depuis des années, depuis plus de 20 ans. C'est pratique, on peut se laver matin, soir, les cheveux. Je trouve que c'est propre et c'est pratique. On ne perd pas de temps dans les salons à faire son défrisage ou autre, à se laver les cheveux. Bon, bref. En tout cas, c'est assez pragmatique, c'est assez pratique. Voilà, c'est surtout un état d'esprit et un choix de vie donc, que j'ai eu à faire. Maillon stratégique du tissu économique sénégalais et du secteur vital des hydrocarbures, la SAR est sortie de la sombre période dans laquelle elle l'a trouvée. Aujourd'hui, elle fait focus sur les perspectives prometteuses du secteur et invite les femmes, surtout les jeunes filles, à orienter leur carrière vers le domaine du pétrole et du gaz. Autre femme, autre profil, docteur Ndeye Khady Sène, gynécologue à l'hôpital régional de Kaolack, spécialiste en infertilité. Il pilote un projet depuis 2021. Des couples restés plus de 10 ans sans enfants ont pu franchir le cap grâce à son expertise dans son registre. 1416 couples suivis. Claire Diop nous la raconte. Docteur Sène, c'est une personne qui est née au Sénégal, qui a étudié ici, qui a fait ses études de médecine ici à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc j'ai fait 8 ans de médecine, plus 4 ans de spécialisation pour devenir gynécologue. Elle est l'amie de ses patientes depuis plusieurs années déjà, que des journées remplies, ses consultations, des face-à-face dans une ambiance décontractée, toujours sourire aux lèvres, sa stratégie décrisper l'ambiance durant ses séances, quel que soit le motif de la consultation. Pour le docteur Sène, il s'agit d'être avant tout à l'écoute de son interlocuteur et de le mettre en toute confiance. Il faut de l'écoute, il faut de la patience. Il ne s'agit pas de voir la patiente. Madame, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? De quoi vous vous plaignez? Ok, montez, on vous examine et puis descendez, on vous prescrit l'ordonnance. Non. C'est des couples qui ont une souffrance interne, qui méritent d'être écoutés, qui n'attendent qu'une oreille attentive pour comment je vais dire ça? Pour exprimer des souffrances internes. À Kaolack, depuis 2016, ce pur produit de l'école sénégalaise a démarré sa carrière professionnelle à Ndioum où elle a servi pendant 2 ans. Docteur Sène reçoit environ 45 patients par jour. L'offre de soins de santé est diversifiée. Consultations gynécologiques, obstétriques, chirurgie. L'hôpital régional de Kaolack dispose de 4 gynécologues et les journées de garde sont bien remplies. Pas de répit. Ce jour-là, accouchement par césarienne dans la première salle d'opération. À peine terminée, une autre patiente est à prendre en charge dans la salle numéro 2. C'est une structure qui reçoit beaucoup d'évacuations. Et donc, ce sont des patients qui doivent bénéficier d'une prise en charge rapide et adaptée. L'hôpital régional est le seul hôpital de toute la région de Kaolack. C'est un service d'urgence, mais également un service où sont prises en charge les patientes qui viennent pour consultation gynécologique simple. Les consultations prénatales aussi sont faites ici, mais également les consultations postnatales et les offres de planification familiale.
Dr Sen est spécialisée en infertilité. Elle pilote un projet pour accompagner les couples dans ce sens depuis décembre 2021. À ce jour, une cohorte de 1416 couples sont suivis. La prise en charge de l'infertilité était faite à Touba, l'hôpital, avec Dr Alun Diop, qui est mon mentor. Et c'est lui qui m'a mis sur la bonne voie. On a bénéficié d'une formation en Inde de 3 mois. Donc, comme lui, à mon arrivée aussi, j'ai voulu démarrer cette prise en charge, on va dire. Et depuis, des résultats encourageants sont enregistrés. En attestent ces témoignages. Certains sont restés 10 ans sans pouvoir enfanter. Le résultat d'aujourd'hui, c'est une satisfaction totale. Satisfaction totale, on l'a eu, moi et ma femme. C'est tout ce que je peux dire et un contentement à 100%. Vraiment, et de remercier Madame Sen. di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla. Traitement yi fii mettiwul dëgg neex yàlla parce que. Vraiment, le traitement ici n'est pas très lourd. J'ai été bien accueillie, encouragée. Je suis restée 9 ans sans enfant. Après 2 mois de traitement, j'ai vu les résultats. Aujourd'hui, machallah, mon enfant est né en bonne santé. Accouché naa il y a 1 mois, bébé mi ngi fi moom mi ngi ci jàmm bu baax a baax waaw. Accouché naa fii sans problème, il va très bien. De l'espoir redonné à toutes ces femmes. En coulisses, c'est le couple qui est pris en charge d'abord psychologiquement, mais des réticences sont toujours notées. L'idéal, c'est de les voir en couple. Parce que l'infertilité, c'est une prise en charge du couple. Ce n'est pas la prise en charge de la femme ou bien du conjoint, c'est le couple. Et donc, une fois qu'ils viennent, il y a un certain nombre de bilans qui sont dits obligatoires. L'exploration de la cavité utérine, l'exploration des trompes, mais également, il faut une expertise pour le sperme. Il faut faire le spermogramme pour le conjoint. Et je vais dire que c'est cette partie qui pose le plus de problèmes, la réalisation du spermogramme chez le conjoint. Déjà, les couples, ils ne viennent pas en couple. C'est tout un problème pour faire venir le mari. Et encore, c'est davantage beaucoup plus compliqué de lui faire un spermogramme. Une étude réalisée à l'hôpital a permis de constater que durant ces 2 années de prise en charge, plus de 60% des conjoints n'ont pas accepté de faire le spermogramme. Et pourtant, cette phase est déterminante dans le traitement. Dr Sen, un professionnel, épouse et mère, ce spécialiste de l'infertilité, plaide pour l'accès facile à des soins de santé de qualité. L'ambition est de redonner l'espoir à tous les couples souffrant d'infertilité et de réaliser le rêve de devenir parents. Et nous terminons par la culture. La Galerie nationale d'art accueille jusqu'au 30 mars prochain l'exposition dénommée Black Requiem. L'artiste Ousmane Dia, à travers des toiles et sculptures, dénonce les injustices et autres tragédies vécues par les Noirs à travers le monde. Il invite à plus de justice sociale et au respect de la dignité humaine. La rubrique culture nous amène à la découverte de ce projet artistique. Oumouka Soumsala. Black Requiem, où l'invite au respect de la dignité humaine. Une invite de Ousmane Dia exprimée à travers 36 toiles et des sculptures exposées à la Galerie nationale. La chaise, un élément constant dans le travail de l'artiste, revient cette fois-ci dans diverses postures. L'image de cette chaise, il l'assimile au pouvoir. Et il montre comment les individus parfois se positionnent sur des luttes de pouvoir. Il essaye de montrer effectivement que la violence, c'est aussi une affaire de position, de pouvoir. C'est-à-dire, plus on a du pouvoir, plus on a envie d'exercer ce pouvoir. Et s'il n'y a pas de méthodes pour canaliser, ça débouche vers la violence. Dénoncer les inégalités, c'est aussi rappeler de hauts faits dans la lutte pour plus de justice. L'artiste a choisi de mettre en exergue la femme qui, hier comme aujourd'hui, a toujours été à l'avant-garde. Il explique ce choix volontairement pour rendre hommage à certaines figures féminines partout à travers le monde, mais toujours des Noirs, des Afro-descendants, que ce soit l'histoire de Rosa Parks aux États-Unis,
que ce soit Aline Sitoé, que ce soit la Linguère, Ndate-Yala, etc., etc. Donc il y en a beaucoup de figures féminines, en tout cas, qui ont porté des luttes de liberté, des luttes de revendication. Soit la femme, elle tient son pouvoir, soit elle est en train de la perdre, soit elle est en lutte pour garder ce pouvoir. C'est ces différentes postures que l'artiste essaie de développer à travers plusieurs positions de la chaise. Plus on avance vers une toile, d'une toile à une autre, on voit que la position de la chaise, elle change. Je trouve que les œuvres sont très puissantes. Elles montrent vraiment la force de l'engagement qu'il y a sur la question justement qui est évoquée dans son exposition. On voit la symbolique avec la chaise qui est présente dans toutes les œuvres et qui montre bien peut-être un refus de se plier, de s'asseoir. C'est aussi symbolique, symbolisé par le fer forgé qui pour moi montre la puissance en fait de ce combat. Ces sculptures renvoient à une image qui a fait le tour du monde et choqué les esprits. Le genou d'un policier sur le cou de George Floyd, un geste fatal à l'origine de Black Requiem, ou le chant religieux funèbre en hommage à toutes les victimes. Le Black Requiem, donc, qui est vraiment un écho par rapport à toutes ces injustices qui se passent à travers le monde et puis surtout qui touchent directement le monde noir. Et sur ce travail, cette chaise a une connotation très claire, une signification très claire qui est politique. C'est le politique au fait. Donc là, j'ai voulu mettre en communication entre les décideurs, donc les hommes politiques, et l'humain. Et on ne peut pas parler d'humain sans parler de femme. Lorsque un enfant qu'elle a mis au monde a été, par exemple, assassiné de manière lâche et injuste, cette femme a de la peine à faire le deuil. Et c'est cette femme-là qui comprend la valeur de l'humain. Et c'est cette femme-là que j'ai décidé de donner la parole pour parler avec le politique, pour poser des questions, poser des interrogations, mais aussi transmettre sa position, son souhait, son vœu pour une humanité juste et correcte. Il a fallu 3 années de travail à Ousmane Dia pour présenter au public ce plaidoyer. Évidemment, dans cette expo, la dignité des hommes noirs est beaucoup plus chantée, mais généralement, c'est la dignité de tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des Occidentaux, par exemple, qui sont victimes de racisme en Afrique. Il y a des Africains qui sont victimes de racisme ailleurs. Et pour moi, tout ça, c'est de l'injustice. Et tout ça ne contribue pas justement à la restauration de la dignité humaine. C'est pour ça qu'il faut le décrier, et puis de la manière la plus forte possible. Par la puissance de l'image, Black Requiem nous parle et conscientise sur la nécessité de respecter la dignité humaine. À suivre dans un instant la version Wolof du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes à tous.